Eh bien, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette 9e édition. Eh bien, merci de nous rejoindre. Vous êtes 13 déjà à l'heure du rendez-vous. Soyez-en remerciés et n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Alors, nous avançons bien dans la lecture de ce livre incroyable que vous avez sous les yeux, hein, La plus dangereuse des superstitions. C'est vraiment un livre qui devrait être lu et discuté par tout un chacun. Et merci de continuer à nous rejoindre. Alors, le compteur fait des sauts jusqu'à 19 et puis ça redescend. On va aborder aujourd'hui une partie très importante du livre, qui est la partie 3D avec les effets du mythe sur les spectateurs. Alors, bonsoir Pascal, merci de te manifester sur le chat. J'invite à tous nos auditeurs et auditrices à faire de même. Et donc, je vous remets sous les yeux de façon à replacer la lecture d'aujourd'hui dans son contexte. Je vous remets sous les yeux donc le sommaire. N'hésitez pas à me confirmer si le son est correct et si tout va bien pour vous. J'espère qu'en tout cas, c'est vrai que la semaine est déjà un peu entamée, mais que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez, pour ceux qui ne peuvent pas écouter en direct, pu avoir les replays. Alors, je vous rappelle que je vous poste en début de chaque émission, et en particulier de chaque début de semaine qui pour nous démarre au mardi, hein, mardi, mercredi et jeudi, eh bien, je vous poste le lien qui vous permet de télécharger le livre dans l'état où nous en sommes de sa traduction. Vous voyez qu'actuellement, on est arrivé à 121 pages sur 200 pour sa version française. Il vous suffit de faire un copier-coller du lien que je vais vous poster à nouveau sur le chat pour que vous l'ayez le lien seul et je suppose pour ceux qui ont un ordinateur uniquement à cliquer dessus. Merci Pascal de me confirmer que le son est parfait. Donc voilà, là vous avez le lien qui vous est arrivé. Je vous rappelle qu'avec ce lien, vous avez le livre dans sa version française pour les 121 premières pages, avec un dispositif, puisque vous allez l'avoir au format PDF, qui est absolument interactif, c'est-à-dire que vous allez voir que toutes les flèches vers le haut vous ramènent soit au sommaire des émissions audio, soit au sommaire du livre lui-même. C'est un petit coup à prendre pour comprendre la logique qu'il y a en arrière-plan. Et puis une fois cette logique comprise, vous allez voir, c'est très pratique. Quand vous êtes dans la partie sommaire, en principe, tous les lignes du sommaire sont cliquables, ce qui fait que ça vous permet de naviguer aisément dans le document. Ces précisions techniques vous étant données, le lien étant maintenant posté, j'en arrive donc au sommaire. Vous voyez, émission numéro 9, c'est là que nous en sommes pour aujourd'hui, du 8 août, ce qui veut dire que, en précédé, je vais remettre tout ça rapidement au début, vous voyez l'émission numéro 1 le 20 juillet, avec la première partie, la superstition la plus dangereuse. On a vu la vue d'ensemble, identifier l'ennemi. Puis l'émission numéro 2, le gouvernement n'existe pas, les ramifications de la superstition, tenter de rationaliser l'irrationnel, le mythe du consentement, plus de mythologie. L'émission numéro 3, l'ingrédient secret, l'excuse de la nécessité. Et puis dans cette émission, on est passé à la partie numéro 2, les preuves de l'autorité. On a évoqué l'abandon du mythe, pourquoi le mythe est tentant, la religion du gouvernement, et puis on a eu la suite le lendemain, le mercredi, autorité égale violence immorale, qui leur a donné le droit, modifier la moralité, l'inévitabilité du jugement. Et puis d'une émission numéro 5, on est rentré dans la troisième partie, avec les effets de la superstition. On a évoqué les effets du mythe, puis dans la partie 3, les effets du mythe sur les maîtres, et en particulier le droit divin de l'homme politique. Dans la partie 3b, les effets du mythe
sur les exécutants, suivre les ordres. Et puis on a parlé de ces expériences tout à fait, importantes à connaître, qui, apprennent beaucoup sur la nature humaine, hein, qui est cette tendance, alors est-ce que c'est la nature humaine? Est-ce que c'est notre éducation? Ça, c'est peut-être encore à discuter, mais en tout cas, ces expériences de 1000 grammes qui montrent à quel point beaucoup d'entre nous sont prêts à se soumettre, à l'autorité, même si cela contrevient à ce que leur dicte leur conscience. Autrement dit, c'est vraiment important de s'en rendre compte et puis de ne pas se croire forcément d'entrée de jeu, à l'écart des résultats de l'expérience de 1000 grammes, non concernés, si je puis dire. On a vu également enseigner l'obéissance aveugle, c'était toujours l'émission du 1er août numéro 6, la fabrication des monstres. Dans l'émission du lendemain, on a vu la diabolisation de la victime, ce que signifie le badge, c'est-à-dire le port d'une insigne, telle que celle que portent par exemple les policiers ou d'autres représentants de l'autorité, de nobles motifs de mauvaises actions, fiers de commettre le mal. Et puis le 3 août, donc ce jeudi-là, nous avons abordé la partie 3C, les effets du mythe sur les cibles, fiers d'être volés, fiers d'être contrôlés, le bien finance le mal, creuser sa propre tombe, les effets sur les criminels réels. Et puis, nous voici aujourd'hui le 8 août avec cette partie 3D, les effets du mythe sur les spectateurs. Alors désolé pour celles et ceux pour qui c'est une redite évidemment, c'est aussi une manière de se remettre, dans le sujet et puis comme je vous y ai invité à chaque émission depuis le départ, je vous remets sous les yeux quelques instants l'importance qu'il y a pour nous à ce que ces lectures soient à la fois actives et interactives et pour ça nous utilisons le protocole de la lecture à haute voix et donc vous l'avez la plupart du temps en commentaire épinglé, après chaque émission, dans sa version replay et donc je vous invite à faire un copier-coller chez vous de ce petit protocole, de l'appliquer pour bien comprendre comment que ça marche et puis après de le transposer eh bien, à ce que nous partageons ensemble en direct en utilisant, la deuxième étape sous forme de posts que vous faites les uns et les autres. Merci de nous avoir rejoints, Avril Dalton, très heureux de te compter parmi nous ce soir et donc la deuxième étape, eh bien, vous, allez noter les idées, les mots, les expressions employées en les postant sur le chat. Voilà, donc c'est un moyen, de muscler l'attention et puis, dans la troisième étape, je vous invite, comme à chaque fois, à, après l'émission, eh bien, à raconter ce que vous venez d'entendre à quelqu'un de votre entourage. Et puis, une fois tout ça raconté, je vous invite à l'expliquer, le passage entendu, comme si vous vouliez le discuter avec cette personne de votre entourage. Vous allez voir comme ça, chacun va être quelque part un gardien, comme les appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, de l'humanité, parce qu'il est très important de comprendre toutes les limites de l'autorité à laquelle nous sommes soumises. Alors le sujet de philo du jour, la morale du mal est-elle toujours le mal? Merci pour ce sujet. Ben, je crois qu'on va en avoir déjà pas mal, alors bon, on peut y rajouter celui-ci, mais vous allez voir la lecture d'aujourd'hui est dense en choses à assimiler. Alors je reviens à notre sujet et on va commencer par le péché. Vous le voyez dans la partie 3D, les effets du mythe sur les spectateurs. On va commencer par le péché de non-résistance. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes actuellement 16, alors j'en vois 2 dans le chat. Si les 14 autres veulent nous faire l'honneur et le plaisir de se manifester sur le chat, sachez que nous en serons ravis, tout ça de manière à rendre cette lecture davantage active et interactive et puis de faire en sorte que nos émissions sont vivantes. Alors, on a souvent en mémoire nos premières émissions avec le livre de Valérie Bugaud, Les raisons cachées du désordre mondial. J'en profite pour vous remettre à l'écran tous ces livres qu'on a lus il y a quelques mois, voire années, et que YouTube nous a généreusement censurés, ce qui fait que toutes ces lectures, pour la plupart, ont disparu. Mais vous voyez en haut à droite, là, Valérie Bugaud, Les raisons cachées
du désordre mondial. Alors on voit que le haut évidemment de la page de couverture, c'est un livre évidemment extrêmement important et puis du Brexit aux gilets jaunes, le livre de Youssef Indy que je vous recommande. Je pourrais tous vous les recommander, mais plus particulièrement celui-ci. Le livre évidemment Crépuscule de Rohan Branco, vous l'avez sous les yeux, donc ça vous donne une petite bibliographie. Propaganda, un livre indémodable qu'il faut absolument lire pour comprendre évidemment dans quelle mesure nous sommes en permanence soumis à de la propagande. Et puis le livre d'Edward Snowden, il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre dans ce livre qui s'appelle Mémoire vive, avec comme sous-titre, je trouve mérité, l'homme qui a tout risqué pour dénoncer la surveillance globale. Et puis le livre de Maxime Nicole, le personnage, on l'aime ou on l'aime pas. Pour ma part, je considère que c'était une personne engagée dans ce mouvement des Gilets jaunes. Alors merci Isabelle pour ton bonsoir, ça nous fait grand plaisir. Vous voyez, si on pouvait en compter dans le chat autant qu'il y en a à mon compteur, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle 15 personnes, ce serait génial les amis. Alors voilà pour quelques-uns de ces livres. Et puis on a également lu le livre Dernière sommation que vous voyez sur la partie droite de l'image à l'écran, de David Dufresne, un livre très important pour comprendre le phénomène des répressions sur les manifestations et donc des violences policières. Bonsoir Sarah, merci de nous rejoindre. Et puis le livre indémodable, enfin c'est plus que ça, en tout cas le livre pionnier devrais-je dire, qu'il vous faut lire les amis, de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. C'était vraiment un livre visionnaire avec cette préface de Pierre Hillard dont on peut retrouver de nombreuses interventions en vidéo. Eh bien, écoutez, ce petit retour en arrière étant fait, j'espère que ça rafraîchira la mémoire. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des auditeurs et auditrices de ces premières émissions. Alors, c'est vrai que c'était toute une aventure pour ce démarrage. On avait vraiment aucune expérience des lives. Là, ça s'arrange un petit peu mieux, même si à chaque fois, faut s'y remettre quand on a lâché un petit peu la bride quelque temps. Alors, donc, vous avez maintenant sous les yeux les effets du mythe sur les spectateurs, le péché de non-résistance. Il est évident que la croyance en l'autorité affecte les perceptions et les actions des responsables de l'application de la loi, ainsi que les perceptions et les actions de ceux contre qui les lois sont appliquées. Je redis la première phrase pour qu'on rentre bien dans le sujet. Il est évident que la croyance en l'autorité, alors ce mot croyance, il se réfère sans arrêt, pour ça que ceux qui nous découvrent pour la première fois, je vous encourage à revenir, à faire un arrêt sur image pour bien assimiler ce petit schéma, le reproduire vous-même sur un papier pour bien comprendre comment tout ça s'enchaîne, même si c'est présenté en carré sous forme d'une sorte de cercle vicieux. Vous voyez que la croyance, en fait, on pourrait la placer dans une autre représentation comme le sommet d'une pyramide qui pilote tout le reste. Donc de la croyance découle ce que nous pensons être capables de faire, donc notre potentiel. De notre potentiel découlent nos actions, donc nos comportements, et de nos actions et de nos comportements découlent nos résultats. Et vous voyez comment les choses sont bien faites, qui viennent renforcer donc la croyance. Alors j'espère que mon casque va bien vouloir se remettre d'aplomb. Et voilà, ça a l'air d'être reparti. Et donc vous voyez ce schéma, voilà, tout s'est rentré dans l'ordre. Donc vous voyez ce schéma, la croyance est ce qui pilote le tout. C'est la raison pour laquelle, évidemment, beaucoup d'entre nous sont dans la croyance, c'est le cas de le dire, que s'ils n'obtiennent pas les bons résultats, ils devraient, en quelque sorte, faire des efforts pour modifier leur comportement, alors qu'en vérité, vous voyez que ces efforts sont dans une grande mesure vains, puisque en fait, ce qui va limiter le résultat, c'est non pas le pavé juste au-dessus appelé action, mais c'est celui appelé croyance, puisqu'il faut l'avoir comme au sommet de la pyramide. Donc voilà, c'est un schéma qui, comme vous le voyez, est extrait du livre que je vous encourage tout autant à lire, du livre Pouvoir illimité. D'ailleurs, on trouve sur Internet, alors c'est un aspect un petit peu vieillot dans la présentation, mais on trouve un site fort intéressant qui parle en long et en large et en travers de ce livre, une version audio, donc qui s'appelle Fréquence Bonheur, que j'avais à l'époque enregistré pour un ami non-voyant du nom de Jean,
paix à son âme là où il se trouve maintenant. En tout cas, je vous encourage à lire ce livre Pouvoir illimité et avec comme commentaire sous la figure: «Le potentiel que nous mobilisons et les résultats que nous obtenons font partie d'un processus dynamique», notez bien, qui commence par une croyance. Donc, nous sommes donc maintenant dans le péché de non-résistance et on a fait tout ce détour parce que dans cette première phrase apparaît le mot croyance. Il est évident que la croyance en l'autorité affecte les perceptions et les actions des responsables de l'application de la loi, ainsi que les perceptions et les actions de ceux contre qui les lois sont appliquées. Mais même les perceptions et les actions des spectateurs, ceux qui ne sont pas directement impliqués, jouent également un rôle important dans la détermination de l'état de la société humaine. Plus précisément, l'inaction des spectateurs, qui laissent tranquillement la coercition légale s'exercer sur les autres, a un impact énorme. L'histoire regorge d'exemples qui prouvent qu'Edmund Burke avait raison lorsqu'il affirmait qu'il suffit que les bonnes personnes ne fasse rien pour que le mal triomphe. Alors, on arrive à la fin du premier paragraphe. C'est le moment de poster sur le chat tous les mots, les expressions employées qui vous reviennent. Alors, pour vous aider, je poste un peu, mais évidemment, dans mon idéal, ça serait génial si c'était vous qui le faisiez à partir de l'écoute que vous venez d'en avoir. Alors, ça ne vous empêche pas d'avoir à côté de vous un petit calepin dans lequel vous notez certains mots, certaines expressions employées. Alors, je crois que j'ai assez insisté pour que vous ne l'ayez pas oublié sur le mot croyance. Donc, je le poste à nouveau dans le chat. Croyance en l'autorité, pour le coup. On a parlé des responsables de l'application de la loi. Donc, ça, c'est une expression, hein, responsable de l'application de la loi. Voilà, c'est une sorte de restitution que je suis en train de faire avec vous. On a parlé aussi d'un mot, lorsque je l'ai lu, il était en italique, alors c'est plus facile à retenir pour moi, mais on a parlé de ceux qui se contentent d'être spectateurs, c'est-à-dire qui ne sont pas véritablement impliqués. Et puis, on a parlé surtout concernant ces spectateurs de leur inaction. Donc, en mentionnant que cette inaction, eh bien, est une des causes, les effets du mythe sur les spectateurs, le péché de non-résistance, donc l'inaction des spectateurs, c'est en quelque sorte présenté comme un péché qui laisse tranquillement la coercition légale. La coercition légale, voilà une autre expression qui a été employée. N'hésitez pas à me compléter, évidemment. Et puis, on a nommé à la fin un auteur qui s'appelle Edmund Burke, B-U-R-K-E. Donc, je vous poste également ce nom pour que vous vous souveniez d'Edmund Burke qui avait raison lorsqu'il affirmait qu'il suffit que les bonnes personnes ne fassent rien pour que le mal triomphe. Alors donc, je rajoute le mot mal triomphe. Alors voilà un petit peu ce que j'attends de vous pour la suite, les amis, si vous toutefois voulez jouer le jeu. Alors évidemment, je n'ai pas le pouvoir de vous en convaincre, mais c'est vrai que si vous décidez de faire l'expérience, vous allez voir que elle est très instructive concernant le peu qui nous reste d'un texte entendu et évidemment s'imposer ou en tout cas s'obliger à en noter quelques mots à chaque paragraphe va nous permettre d'en retenir bien davantage. Et donc, si vous voulez jouer le jeu, je vous laisserai pour les 3-4 premiers paragraphes un petit temps de silence après chaque paragraphe et puis ensuite, je vous laisserai gérer ça par vous-même. Je poursuis donc avec ce péché de non-résistance. Les massacres commis par les régimes de Staline, Mao, Hitler et bien d'autres ont été rendus possibles non seulement par la volonté des exécutants d'exécuter leurs ordres, mais aussi par l'obligation imaginaire de leurs victimes d'obéir à l'autorité et par la conviction de la quasi-totalité des spectateurs qu'ils ne devaient pas interférer avec la loi en cours d'exécution. Les auteurs d'injustices massives, y compris de meurtres de masse, sont toujours très nombreux par rapport à leurs victimes. Et si l'on ajoute le nombre de spectateurs, toutes ces personnes qui auraient pu intervenir, il devient évident que les inactions ou l'inaction de simples spectateurs peuvent avoir une grande importance. Alors, fin du deuxième paragraphe, donc, alors c'est pas ce que je vous propose de poster sur le chat n'est pas forcément dans l'ordre où ça a été entendu, donc souvent on se souvient mieux des derniers mots, donc je vous poste un de ces derniers mots de ce paragraphe, hein, l'inaction de qui? Des spectateurs
Donc, je vous note aussi des spectateurs. Et puis, le paragraphe a démarré par le mot massacre. Peut-être que ça a frappé certains d'entre vous. Commis par qui? Ben, par les régimes de Staline, pour ceux dont je me souviens, Mao, Hitler, et puis on doit en oublier. Et on a parlé des exécutants et des ordres qu'ils ont reçus. Donc voilà, des mots que vous pourriez mettre dans ce chat. Alors désolé pour la faute d'orthographe, peut-être donc voilà. Et puis donc on a parlé des ordres qu'ils ont reçus, et puis on a parlé également d'obéir à l'autorité. Voilà pour ce deuxième paragraphe, et ce que vous pourriez par exemple noter sur un papier à côté de vous. Donc obéir à l'autorité. Voilà, alors je poursuis. Bien entendu, certaines personnes n'interviendront pas dans une situation donnée par simple peur. Le témoin d'une agression qui n'ose pas intervenir ne cautionne pas l'agression par son inaction. Il accorde simplement plus d'importance à sa propre sécurité qui découle de son inaction qu'aux bénéfices qu'il pense pouvoir apporter à la victime en s'interposant. Mais il existe de nombreux cas où la croyance en l'autorité fait hésiter les gens à s'impliquer dans un conflit, non seulement par peur, mais aussi en raison d'une profonde aversion psychologique à aller à l'encontre de l'autorité. Il y a deux façons d'amener les spectateurs à rester les bras croisés pendant qu'une injustice légale est infligée à quelqu'un d'autre. Premièrement, le spectateur peut croire que l'injustice est en fait une bonne chose parce que c'est la loi. Ou, deuxièmement, le spectateur peut désapprouver, mais sa volonté d'agir contre les responsables de l'application de la loi, ou même de s'exprimer contre l'autorité, est étouffée par la soumission à laquelle il a été habitué. Dans les deux cas, le résultat est le même, le spectateur ne fait rien pour mettre fin à l'injustice, mais les deux phénomènes sont abordés séparément. Fin du troisième paragraphe. Alors notez les mots qui vous reviennent de manière immédiate. On a parlé d'injustice, on a encore parlé de spectateur dans ce troisième paragraphe, et puis on a vu qu'il y avait deux aspects pour le spectateur. En fait, l'expression c'est la loi, donc c'est la raison pour laquelle il faudrait surtout ne rien faire, puisque c'est la loi. Et puis merci Pascal de noter le mot peur, génial. On a vu qu'on a parlé dans le deuxième cas de figure du spectateur qui a les responsables de l'application de la loi, responsables de l'application de la loi. Et effectivement, comme le mentionne Pascal, on a vu que ces spectateurs, ils ne font rien, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'inaction. Je ne sais pas si j'ai renoté ce mot, qui est un mot fondamental, soit, comme le dit Pascal, soit par peur, soit effectivement parce que en fait, c'est la loi et est une fin de non-recevoir, c'est-à-dire les dispense de toute réflexion. Sécurité ou habitude de soumission à l'autorité. Ben, merci de jouer le jeu, Pascal, ça, c'est vraiment appréciable. On a parlé également d'une profonde aversion psychologique pour ce troisième paragraphe. Profonde aversion psychologique. Voilà. Alors, même si en théorie, ces expressions, bien, selon le protocole de la lecture à haute voix, on les note plutôt après avoir entendu le paragraphe, compte tenu de la version audio dans laquelle vous êtes. Vous voyez, on est dans la deuxième étape de cette lecture à haute voix, dans une transposition à une version audio. Eh bien, vous pouvez même noter au fur et à mesure les mots, les expressions employées dans le chat au fur et à mesure que vous les entendez. En tout cas, on va arriver à notre deuxième paragraphe avec titre donc, du jour qui s'intitule « Imaginez le mal légal comme un bien ». Imaginez le mal, sous prétexte qu'il est légal, comme un bien, comme si la loi et le bien étaient deux choses identiques et confondues. Il y a littéralement des millions d'exemples qui pourraient être utilisés pour démontrer comment la perception du grand public est dramatiquement affectée par la croyance en l'autorité. Vous voyez, si ça ne revient pas quasiment à chaque paragraphe, ce mot « croyance en l'autorité ». Il suffit de considérer la façon dont l'individu moyen perçoit et juge un acte lorsqu'il est commis par quelqu'un qui prétend être l'autorité
par opposition à la façon dont il perçoit et juge exactement le même acte lorsqu'il est commis par n'importe qui d'autre. Alors on pourrait faire une sorte de tableau à deux colonnes. Dans la première colonne, eh bien, on pourrait parler d'un scénario A. Donc quelqu'un, euh, celui qui accomplit le scénario A, c'est quelqu'un qui représente l'autorité, donc qui exécute un ordre reçu. Et puis dans la deuxième colonne du tableau, intitulé scénario B, eh bien, il s'agit d'un citoyen, un citoyen moyen, si on peut employer ce mot, en tout cas, euh, qui ne possède aucun, comment dirais-je, aucune situation particulière qui l'amènerait à exécuter les ordres de l'autorité, c'est-à-dire qu'il ne soit ni police, ni soldat, ni tous les autres exécutants des ordres de l'autorité. Alors, voici donc quelques exemples. On va commencer par le premier exemple. N'hésitez pas à noter au fur et à mesure les mots, les expressions employées. On a vu que dans le début de Imaginer le mal légal comme un bien, on a retrouvé l'expression croyance en l'autorité. Alors voici quelques exemples. Scénario A. Dans un pays étranger, un soldat américain va de maison en maison, enfonce des portes, porte une mitrailleuse et la pointe sur de parfaits inconnus, leur donne des ordres et les interroge tout en recherchant des insurgés. Scénario B. Un citoyen moyen dans son propre pays va de maison en maison, enfonce des portes, porte une mitrailleuse et la pointe sur de parfaits inconnus, leur donne des ordres et les interroge tout en recherchant des personnes qu'ils n'aiment pas. Donc, vous voyez la seule différence entre scénario A et scénario B. En A, on a un soldat qui recherche des personnes, des insurgés, qualifiés d'insurgés. Et en B, on a quelqu'un qui a exactement les mêmes actions que dans le scénario A, que celle du soldat, mais lui, il recherche des personnes qu'il n'aime pas. Eh bien, figurez-vous que le premier est considéré par la plupart des gens comme un soldat courageux et noble, servant son pays, tandis que le second est perçu comme un individu horriblement dangereux, probablement mentalement dérangé, qui devrait être désarmé et maîtrisé à tout prix. Alors merci Pascal d'avoir continué à poster, hein, les personnes dont on croit qu'elles détiennent l'autorité. Voilà, n'hésitez pas à continuer. Vous allez voir, c'est un coup à prendre une fois qu'on l'a. Non seulement on ne le regrette pas, mais on s'aperçoit qu'on tire bien plus profit de tout ce qu'on lit ou qu'on écoute, comme dans ce cas présent. Deuxième exemple, scénario A. Donc je rappelle qu'en A, on a quelqu'un qui représente l'autorité. Et en B, on a un citoyen moyen. Alors, scénario A, un officier de justice se trouve à un point de contrôle de la sobriété ou à un point de contrôle frontalier, arrêtant tout le monde pour demander s'ils sont dans le pays légalement, cas du point de contrôle frontalier, ou s'ils ont bu, donc point de contrôle de la sobriété, ou pour voir si l'on peut trouver des indications ou des preuves d'une activité criminelle. Scénario B, celui d'un citoyen moyen, un homme sans insigne arrête toutes les voitures qui passent dans sa rue, demande à chaque conducteur s'il est américain, s'il a bu, et regarde dans sa voiture s'il y a quelque chose de suspect. Le policier qui se livre à un harcèlement, une détention, un interrogatoire et une fouille aussi intrusifs et odieux est considéré comme un courageux agent de la force publique faisant son travail. Scénario A donc. Alors que toute autre personne, scénario B, se comportant de la sorte serait considérée comme psychotique et dangereuse. Alors, on peut noter dans ce deuxième exemple des mots comme point de contrôle de la sobriété, point de contrôle frontalier, légalement, un homme sans insigne, un agent de la force publique faisant son travail, etc. On va arriver à un troisième exemple avec toujours, vous avez compris le principe maintenant, en A, en scénario A, un représentant de l'autorité publique, en B, un citoyen moyen qui fait exactement la même chose que le représentant, mais dans un cas, quand c'est le scénario A, tellement beaucoup d'entre nous sont conditionnés, ils considèrent le comportement du scénario A comme vertueux, alors qu'ils considèrent celui du scénario B, alors qu'il est strictement identique, comme évidemment délictueux. Alors, troisième exemple, scénario A. Un agent des services de protection de l'enfance. Vous voyez le troisième cas de figure en exemple, service de protection de l'enfance, reçoit un dossier et sur la base d'une information anonyme,
se présentent au domicile des propriétaires pour les interroger dans le but déclaré de décider s'ils sont des parents convenables ou si l'État doit retirer leurs enfants par la force. Scénario B. Une personne ordinaire, sur la base d'une rumeur qu'elle a entendue d'un étranger, se présente au domicile d'autres étrangers, leur pose des questions et menace de leur retirer leurs enfants si l'interrogateur n'est pas satisfait des réponses. Là encore, je pense que vous faites bien la différence entre scénario A et scénario B. On imagine que le travailleur gouvernemental, donc un agent des services de protection de l'enfance, dans ce cas précis, on imagine que le travailleur gouvernemental ne fait que son travail, tandis que l'individu moyen qui fait la même chose est considéré comme une personne dangereuse, probablement mentalement instable. Cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait jamais y avoir de situation dans laquelle un enfant devrait être retiré à ses parents pour sa propre protection, mais de telles questions seraient prises extrêmement au sérieux par tout individu qui devrait assumer la responsabilité personnelle de ses actes. Un bureaucrate qui agit simplement comme un rouage dans la machine du gouvernement, en revanche, fera de telles choses avec beaucoup moins d'hésitation et de justification, parce qu'il s'imaginera que quelque chose appelé la loi est seul responsable de ce qu'il fait. J'espère que vous suivez bien parce que c'est capital dans tout le déroulé de cet ouvrage. Un quatrième exemple, les amis. Scénario A, avec donc un représentant de l'autorité. Scénario B, comme pour les trois exemples précédents, un citoyen moyen. Alors, scénario A, un pilote de l'armée de l'air américaine, ayant reçu l'ordre de le faire. Alors, on comprend qu'il y a beaucoup d'exemples américains, puisque l'auteur est lui-même américain. Alors, l'auteur, il faut le rappeler au passage, s'appelle, je vous remonte le bouquin, s'appelle Larken Rose, The Most Dangerous Superstition, la plus dangereuse des superstitions. Donc, quatrième exemple, scénario A, un pilote de l'armée de l'air américaine ayant reçu l'ordre de le faire se rend aux coordonnées appropriées et livre sa charge à la cible prévue. Le résultat est que quelques mercenaires d'une autre autorité sont tués, ainsi qu'un certain nombre de civils qui se trouvaient dans la zone. Je pense qu'on a de multiples exemples dans la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Scénario B. Donc, le citoyen moyen, un citoyen américain agissant de son propre chef, charge un avion d'explosifs artisanaux, survole un bâtiment de la ville où un gang de rue vicieux est connu pour résider et largue les munitions. Le résultat est que plusieurs membres du gang sont tués, ainsi qu'une douzaine de passants innocents qui passaient dans la rue. Voyons l'analyse qu'en fait Larken Rose. L'Américain moyen considère que les victimes civiles du premier scénario sont malheureuses, mais qu'elles sont dues aux aléas de la guerre. Le pilote militaire est considéré comme un héros pour avoir servi son pays et reçoit une médaille. Dans le second scénario, scénario B, en revanche, l'Américain moyen considère le pilote comme un fou, un terroriste et un meurtrier et exige qu'il soit emprisonné pour le reste de sa vie. Donc vous voyez, deux poids, deux mesures. Le fait qu'un acte ait été officiellement déclaré légal par les politiciens et qu'il soit accompli sur ordre de l'autorité a un impact considérable sur la moralité et la légitimité perçue de l'acte. Vous voyez, c'est des mots que vous pourriez poster dans le chat. Moralité et légitimité perçue de l'acte. Dans un sens très réel, ceux qui obéissent, un mot capital, ceux qui obéissent aux ordres de l'autorité ne sont même pas considérés comme des personnes dans la mesure où leur comportement et leurs actions sont jugés selon des normes radicalement différentes de celles des êtres humains moyens. Autre exemple, beaucoup de gens s'alarmeraient du signalement d'un homme armé dans leur quartier s'ils n'apprenaient pas que l'homme a aussi un badge. Les gens jugent un comportement en fonction de l'autorisation ou de l'interdiction de ce comportement par l'autorité, plutôt que par la légitimité intrinsèque de ce comportement. Lorsque des citoyens sont convoqués dans un tribunal autoritaire pour servir de jurés dans un procès criminel, par exemple, le juge a l'habitude de dire au jury qu'il ne doit pas se préoccuper de savoir si l'accusé a fait quelque chose de mal. Il doit seulement décider si ses actions étaient ou non conformes à ce que le juge déclare être la loi. Il convient de noter que les détenteurs du pouvoir ont, au fil des ans, délibérément et méthodiquement sapé une vieille tradition connue sous le nom de nullité du jury, en vertu de laquelle un jury pouvait, en substance, annuler ce qu'il considérait comme une mauvaise loi en rendant un verdict de non-culpabilité,
même s'il estimait que l'accusé avait effectivement enfreint la loi. Chaque jury a toujours ce pouvoir, mais les juges autoritaires font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les jurés de s'en rendre compte. Alors n'hésitez pas à continuer à poster les expressions, les mots employés dans ce que vous entendez de ce texte, paragraphe suivant, même lorsqu'ils ne font pas partie d'un jury, la plupart des gens continuent de juger les autres à travers des lunettes colorées autoritaires, jugeant la bonté d'un autre en se basant fortement sur le fait qu'il obéit ou non aux ordres des politiciens, c'est-à-dire s'il est un contribuable respectueux de la loi. Comparer la façon dont le citoyen moyen considérerait les deux individus décrits ci-dessous. L'individu A n'a pas de permis de conduire, travaille au noir pour éviter de payer des impôts, ne s'est jamais inscrit au service sélectif, possède une arme à feu non enregistrée et sans licence, fume occasionnellement de l'herbe, joue parfois illégalement et vit dans une cabane dont il est propriétaire mais pour laquelle il n'a pas de permis d'occupation et qui possède une terrasse à l'arrière qu'il a construite sans avoir obtenu au préalable un permis de construire. L'individu B possède un permis de conduire, paye des impôts sur ce qu'il gagne, s'est inscrit à l'appel sous les drapeaux, possède une arme à feu enregistrée, boit occasionnellement de la bière, joue parfois à la loterie de l'État et vit dans une maison inspectée et approuvée par le gouvernement avec une terrasse inspectée et approuvée par le gouvernement à l'arrière. Ces deux personnes mènent par ailleurs une vie similaire, toutes deux étant productives et aucune ne volant ni n'agressant personne d'autre. Leur comportement, leurs choix et leur mode de vie sont très similaires à presque tous les égards, sauf qu'il existe des lois contre les actions de l'individu A, mais pas contre celles de l'individu B. Ce seul fait, sans aucune autre différence substantielle dans ce qu'ils font ou dans la manière dont ils traitent les autres, amènerait beaucoup de gens à considérer l'individu A avec un certain mépris, tandis qu'ils considéreraient l'individu B avec respect et approbation. En fait, si l'individu A était accosté, détenu et même agressé physiquement, par exemple avec un taser, battu et menotté par les forces de l'ordre, même s'il n'avait jamais menacé ou blessé qui que ce soit, de nombreux adeptes du gouvernement estimeraient qu'il l'a bien cherché, qu'il méritait d'être attaqué et mis en cage pour avoir désobéi aux ordres des politiciens. Cette tendance des observateurs à blâmer des victimes de la violence autoritaire est incroyablement forte. Celui qui accepte la superstition de l'autorité, l'idée que certains individus ont le droit de dominer les autres par la force et que ces derniers ont le devoir de s'y conformer, supposera que si l'autorité utilise la violence contre une personne, cela doit être justifié et que, par conséquent, la victime de cette violence doit avoir fait quelque chose de mal. Ce schéma se retrouve dans différentes situations. Lorsque, par exemple, des troupes américaines tuent des civils dans un pays étranger, de nombreux Américains sont prêts à tout pour croire et supposent donc automatiquement, sans la moindre preuve, que les victimes décédées devaient être des insurgés, des collaborateurs ou du moins des sympathisants de l'ennemi. Autre exemple, lorsque les Davidians de Waco, au Texas, ont été soumis à un assaut militaire suivi de tortures physiques et mentales prolongées, puis une extermination massive, de nombreux Américains se sont empressés de supposer que toute personne à qui le gouvernement ferait cela devait l'avoir mérité. Les tyrans américains ont encouragé cette attitude en fabriquant diverses rumeurs et accusations afin de diaboliser les victimes de cet assaut violent et fasciste contre des personnes non violentes. En réalité, l'incident était le résultat d'un coup de publicité de l'ATF basé sur des rumeurs selon lesquelles certaines personnes du groupe possédaient des pièces d'armes à feu illégales. Alors dites-moi comment tout ça vous parle, les amis. Est-ce que vous commencez à comprendre la logique que dénonce l'Arconne Rose, en fait, à travers tous ces exemples? Est-ce que ça vous aide à davantage pouvoir argumenter par la suite contre ce danger incroyable de privilégier tout ordre donné par l'autorité à toute écoute de sa propre conscience? De nombreuses personnes supposent que si quelqu'un a été agressé, poursuivi ou emprisonné par des agents de l'autorité, alors que cette personne alors cette personne doit avoir fait quelque chose de mal. Vous voyez, comme si c'était automatique, quoi. Et doit avoir mérité ce qui lui a été fait.
Cette hypothèse peut provenir du refus des gens d'envisager la possibilité que le gouvernement sur lequel ils comptent pour leur protection soit en fait un agresseur. Écoutez bien ça. Cette hypothèse peut provenir du refus des gens d'envisager la possibilité que le gouvernement sur lequel ils comptent pour leur protection soit en fait un agresseur, ou du fait qu'ils ne veulent pas envisager la possibilité que quiconque, y compris eux-mêmes, puisse être la prochaine victime impuissante de la violence autoritaire, même s'ils n'ont rien fait de mal. Quelle que soit la cause, le résultat final est que, lorsque le mal est commis au nom de la loi, de nombreux spectateurs détestent immédiatement les victimes, vous voyez ce réflexe conditionné, hein, détestent immédiatement les victimes et se réjouissent de la douleur, de la souffrance qui leur sont infligées. Alors, merci Pascal d'avoir continué à poster ce mot de rumeur. Il y a beaucoup de mots, hein, que vous pouvez poster au fur et à mesure que vous les entendez, donc n'hésitez pas à être actif et active, comme le fait Pascal, dans votre écoute. On va évoquer, vous avez toujours le sommaire sous les yeux, après avoir évoqué le péché de non-résistance, imaginez le mal légal comme un bien. J'espère que maintenant, ce titre de paragraphe fait beaucoup plus sens pour vous, hein, avec tous les exemples qui vous ont été donnés. Et maintenant, on va parler de l'obligation de faire le mal. Super. Alors Pascal vient de poster déteste immédiatement les victimes, hein, toujours dans ce paragraphe. Imaginez le mal légal comme un bien, hein. Donc, beaucoup de membres de la population détestent immédiatement les victimes au motif qu'elles ont été agressées par un ou une représentante de l'autorité. Parlons maintenant de l'obligation de faire le mal. Alors, continuez à poster sur le chat les mots, les expressions employées au fur et à mesure que vous les entendez. Vous allez voir que il ne manque pas de mots qui pourraient accrocher votre attention ou qui pourraient choquer ce que vous pensiez jusqu'auparavant, parce que ce n'est pas un livre qui est fait pour être confortable à la lecture ou à son écoute. Si tout le monde sait qu'il existe des lois contre le vol et le meurtre, sauf lorsqu'ils sont commis au nom de l'autorité, le citoyen moyen ignore totalement les dizaines de milliers de pages d'autres statuts, règles et règlements émis par le gouvernement au niveau fédéral, étatique et local. Mais même s'ils n'ont qu'une très faible idée de ce que la loi permet ou ne permet pas, la plupart des gens continuent à croire que obéir à la loi est une bonne chose et que violer la loi est une mauvaise chose. En fait, même lorsqu'une personne est fortement opposée à une loi particulière qu'elle estime injuste, elle peut toujours avoir la conviction générale contradictoire que les lois doivent être respectées et qu'il est justifié de punir ceux qui désobéissent. Ce paradoxe psychologique est en fait assez courant, de nombreuses personnes faisant pression avec véhémence pour modifier ce qu'elles considèrent comme de mauvaises lois, tout en soutenant l'idée que tant que c'est la loi, les gens doivent y obéir. Encore un paragraphe lourd de conséquences si vous avez bien pesé chaque mot que vous avez entendu. Voilà, et je vous fais confiance pour le faire. De telles contradictions mentales sont courantes dans le contexte de la croyance en l'autorité. Vous voyez, encore une fois, l'expression croyance en l'autorité apparaît. Mais elles sont rares en dehors de ce contexte. Par exemple, personne ne soutiendrait qu'il est moralement mauvais d'essayer de voler le sac à main d'une vieille dame, mais qu'il est également moralement mauvais que la vieille dame s'accroche à son sac à main. Mais le concept de mauvaise loi dans l'esprit de celui qui croit en l'autorité se résume à un paradoxe similaire, un mauvais ordre auquel il est également mauvais de désobéir. Le spectateur qui croit en l'autorité peut considérer qu'un ordre particulier, promulgué par les maîtres et mis en œuvre par les exécutants, est sans importance, inutile, contre-productif, voire stupide ou injuste, tout en estimant que les gens ont toujours l'obligation morale d'obéir à cet ordre, tout simplement parce que c'est la loi. Les exemples des effets d'un tel point de vue abondent, allant du banal à l'horrible. En voici quelques-uns. Alors, je regarde combien d'exemples nous attendent. Eh bien, il y en a a priori 4 de numérotés. Alors, premier exemple pour illustrer cela. Donc, la loi doit être respectée, même si on y est opposé. Bonne remarque de Pascal de ce qui vient d'être lu. Alors, maintenant, 4 exemples.
Mauvais ordre auquel il est mauvais de désobéir. Voilà, super, tu as pigé le truc, Pascal. Bah, si tu veux continuer, c'est avec plaisir. Et si d'autres veulent se joindre à Pascal, ils y sont invités. Premier exemple, à 2 heures du matin, sur une route large, droite et vide, traversant des terres agricoles non peuplées. Un conducteur ralentit, mais ne s'arrête pas au panneau d'arrêt d'une rue transversale. Je vous rappelle que c'est à 2 heures du matin, sur une route large, droite et vide. Un policier à moto, caché à une centaine de mètres derrière des buissons, allume ses feux. Presque tout le monde, au vu de ces faits, serait d'accord pour dire que le conducteur n'a pas blessé ou mis en danger quelqu'un ou les biens de quelqu'un, et pourtant, la plupart des gens seraient d'accord pour dire que le policier aurait le droit d'exiger un paiement de la part du conducteur par le biais d'une contravention de circulation. En d'autres termes, même s'ils admettent que la seule chose mauvaise dans ce que le conducteur a fait est que c'était techniquement illégal, ils pensent que cela suffit à justifier le vol forcé du conducteur. Si le conducteur tente de quitter les lieux plutôt que d'accepter la contravention, la plupart des spectateurs s'accordent à dire que le policier a raison de le poursuivre, de le capturer et de l'emprisonner. Alors, merci de nous avoir rejoints, Philippe Zito. On peut croire en la justice sans forcément donner de la force à l'autorité. Bonsoir, désolé, j'arrive sur ce point, mais tu es tout à fait bienvenu. Chacun prend le train en marche comme il le peut. Je vous rappelle que vous avez en permanence ou presque le sommaire sous les yeux qui vous indique qu'on est arrivé là, en ce moment, dans le paragraphe 3. On est en train d'évoquer, les effets du mythe sur les spectateurs qui se déclinent en péché de non-résistance, imaginer le mal légal comme un bien, et puis on est en train d'évoquer l'obligation de faire le mal. Et comme l'a fait Pascal précédemment, j'encourage tout un chacun qui m'écoutait ce soir, eh bien, à poster les mots, les expressions employées de ce que vous écoutez, sachant que ce livre est structuré avec de nombreux paragraphes. Donc j'aborde un deuxième exemple pour illustrer l'obligation de faire le mal. Un inspecteur du gouvernement, du conseil de santé d'un État, procède à l'inspection d'un restaurant. Le restaurant est parfaitement propre et organisé, et l'inspecteur ne trouve aucune indication que quoi que ce soit présente un risque pour la santé de qui que ce soit. Il constate néanmoins plusieurs infractions techniques au code local des restaurants. En raison de ces infractions, non pas parce qu'elles représentent un danger pour quiconque, mais parce qu'elles sont contraires aux règles, le propriétaire du restaurant se voit infliger une amende de plusieurs centaines de dollars. Là encore, même si le restaurateur n'a fait de mal à personne ou n'a mis en danger personne ou la propriété de personne, la plupart des gens considéreraient qu'il est légitime que le propriétaire soit dépouillé par ceux qui agissent au nom du gouvernement. Et si le propriétaire tentait de résister à ce vol, que ce soit en essayant de dissimuler les violations techniques ou en soudoyant l'inspecteur ou encore en refusant de payer l'amende, il serait considéré comme immoral par la plupart des gens et les responsables de l'application de la loi seraient considérés comme ayant le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir le respect de la loi. Alors, petite remarque avant de passer à l'exemple suivant. d'Averell Dalton, merci à toi. Quasiment tous les PV sont basés sur des crimes imaginaires. Voilà, je vois que ça vous parle. Je pense qu'on pourrait trouver chacun et chacune des exemples vécus ou en tout cas des récits de notre entourage allant dans ce sens. Troisième exemple, un homme ramène son ami chez lui après une fête. Sachant qu'il allait devoir conduire, il n'a pas bu d'alcool, mais son ami en a bu. Il dépose son ami et rentre chez lui. Il remarque que la police effectue un contrôle routier de sobriété devant lui et se souvient que son ami a laissé sa bouteille de bière à moitié pleine dans la voiture. Sachant qu'il est illégal d'avoir un récipient d'alcool ouvert dans sa voiture, il le recouvre. Il n'a blessé ni mis en danger personne et a même agi de manière très responsable en jouant le rôle de conducteur désigné pour s'assurer que son ami rentrerait chez lui sain et sauf. Cependant, il a tout de même enfreint la loi, bien qu'accidentellement, en conduisant une voiture dans laquelle se trouvait une bouteille de bière ouverte, et il a ensuite essayé de dissimuler les preuves de ce fait. S'il était pris en flagrant délit et arrêté, peu de gens considéreraient le policier comme le méchant de la situation. Autre exemple, quatrième exemple. Un homme vend un fusil de chasse dont le canon est plus court d'un quart de pouce que ce que la loi autorise. L'arme n'est pas plus mortelle qu'un fusil de chasse plus long d'un quart de pouce,
et aucune personne impliquée n'a menacé ou utilisé la violence contre qui que ce soit. Mais l'homme qui a été pris en possession de l'objet illégal est soumis à une invasion paramilitaire de sa propriété, suivie d'un affrontement armé au cours duquel plusieurs personnes sont tuées. Malheureusement, cet exemple n'est pas hypothétique. Il est arrivé à Randy Weaver, W-E-A-V-E-R, lors de l'incident de Ruby Ridge en 1992. Je ne sais pas si vous connaissez cet incident de Ruby Ridge. Il n'a pas seulement été surpris en train de vendre un fusil de chasse illégal, il a été incité à le faire par des agents de la force publique sous couverture. L'invasion armée de la propriété des Weaver, la fusillade qui a suivi et le siège prolongé ont eu pour conséquence que la femme et le fils de M. Weaver ont été tués et que lui-même et un ami ont été blessés. Bien qu'il soit absurde de prétendre qu'il existe une différence morale entre la possession d'un fusil à canon de 18 pouces et celle d'un fusil à canon de 17 pouces 3 quarts, et même si cette allégation constituait toute la justification légale de l'agression armée et de l'affrontement, de nombreux spectateurs continueraient à blâmer Randy Weaver, le considérant comme le méchant pour s'être laissé convaincre d'enfreindre une loi arbitraire et complètement irrationnelle, sans parler de l'inconstitutionnalité. Tel est le pouvoir de la croyance, j'espère que vous avez bien noté cette expression, tel est le pouvoir de la croyance en l'autorité. Elle peut amener de nombreuses personnes à considérer une bande de voyous sadiques et meurtriers comme les gentils et leurs victimes comme les méchants. Donc, je vous rappelle que dans ce schéma, la croyance qui pilote, en fait, même si elle est placée dans une sorte de cercle vicieux, voilà, est le sommet de la pyramide. Elle est ce qui détermine le potentiel, qui détermine les actions et les comportements, qui détermine les résultats, qui viennent renforcer la croyance. Donc, tant que la croyance n'est pas changée, tout le reste en découle. Et cette croyance, elle n'est pas considérée par celui qui l'a comme une croyance en réalité, elle est considérée comme une vérité absolue. Alors, pour la plupart des gens, enfreindre la loi sans préciser de quelle loi il s'agit a automatiquement une connotation négative. Ils considèrent la désobéissance à l'autorité, vous voyez ce mot également capital de désobéissance à l'autorité, non seulement comme dangereuse, mais aussi comme immorale. Mais pour les adeptes du gouvernement, désobéir ouvertement à un agent de l'autorité est encore pire que de commettre un crime mineur sans victime. Le spectateur moyen, lorsqu'il observe l'interaction entre une figure d'autorité et quelqu'un d'autre, considère souvent avec dédain toute personne qui ne répond pas immédiatement et sans poser de questions à un homme portant un badge et qui ne se plie pas à ses demandes. Même si la personne se conforme mais fait preuve d'une attitude à l'égard de la figure d'autorité, toute attitude autre que la soumission docile, de nombreux spectateurs s'empresseront de condamner celui qui ne s'incline pas. Et celui qui fuit la police, même s'il n'a rien fait de mal au départ, est considéré avec mépris par la plupart des gens. Et lorsque quelqu'un qui s'enfuit, se cache ou refuse de coopérer est battu, torturé, voire assassiné par les forces de l'ordre, de nombreux spectateurs estiment que la victime aurait dû faire ce que la police lui demandait de faire. Et lorsque quelqu'un résiste activement à une figure d'autorité, rares sont ceux qui ont le courage de prendre le parti de cette personne, quelles que soient les circonstances, même avec de simples mots. De même qu'un chien bien dressé ne mord pas son maître, même s'il est sadiquement maltraité, de même ceux qui ont été formés à se plier à l'autorité sont généralement psychologiquement incapables de lever le petit doigt pour se défendre, et encore moins pour défendre quelqu'un d'autre contre toute agression commise au nom de la loi, du gouvernement et de l'autorité. En effet, en raison de leur endoctrinement autoritaire, la plupart des gens condamneraient plus volontiers leurs compagnons d'infortune qu'ils ne se joindraient à eux pour résister à la tyrannie. Alors, vous voyez, c'est vraiment, ce texte est d'une part très dense en conséquences, et méritera, je suppose, d'être écouté et réécouté. D'ailleurs, pour ma part, j'hésite pas à réécouter mes propres émissions que j'ai enregistrées pour mieux assimiler leur contenu. Alors, merci pour vos commentaires. Et donc, Philippe Zito, que je découvre en le lisant, il y a des lois basées sur des normes, raquettes, il y a des lois basées sur la finance, elles servent à remplir des caisses, il y a des lois basées sur des règles de société, je ne sais pas si on peut les séparer. Merci en tout cas pour vos commentaires. Et puis, dans les
Restitution, eh bien, il y a celle de Pascal, soumission, docile, et puis il y a va savoir qui nous a rejoint. Bonsoir à tous, eh bien, bonsoir à toi, merci d'être là. Et donc, bah, vous êtes maintenant, une jolie, petite bande, d'écoutants, et je suppose de dissidents, parce qu'il faut quand même s'accrocher pour écouter un livre pareil, même si on évidemment, ça ne suppose pas d'être d'accord avec tout, mais tout de même, c'est un livre qui vient secouer, comme on le dit, le cocotier. Alors, on a avec nous Pascal, on a Averell, on a, Sarah. Je ne sais pas si tu es toujours là, Sarah, n'hésite pas à te manifester. Et puis, donc, on a, si j'en oublie pas, en cours de route, Philippe Zito, et puis on a également Va savoir qui nous a rejoint, il me semble. Je vais peut-être zapper son message. Il y a bien sûr une différence entre dire qu'il n'est pas intelligent pour quelqu'un de faire quelque chose et dire qu'il est immoral de faire quelque chose. C'est une chose de dire qu'il est stupide pour quelqu'un de parler à un policier, et une autre de dire que c'est en fait immoral et que celui qui le fait mérite donc les mauvais traitements ou la punition qu'il reçoit. Les partisans de l'autorité exprimant, alors où est-ce que j'en suis? Les partisans de l'autorité expriment souvent cette dernière opinion à propos de toute personne qui défie la police, quelle qu'en soit la raison. Alors, merci, va savoir, de nous avoir, souhaité le bonsoir. Alors je cherchais comment, voilà, maintenant qu'on l'a bien lu. L'idée que les gens ordinaires puissent imposer la justice à des représentants de la loi égarés terrifie existentiellement. Je reprends, l'idée que des gens ordinaires puissent imposer la justice à des représentants de la loi égarés terrifie existentiellement les étatistes, c'est-à-dire les partisans de la loi, même lorsqu'un représentant de la loi a commis un acte aussi grave qu'un meurtre. Aux yeux des personnes bien endoctrinées, la seule ligne de conduite civilisée dans une telle situation est de supplier une autre autorité d'arranger les choses, mais jamais de se faire justice soi-même. Vous pouvez noter cette expression, c'est faire justice soi-même. Les gens peuvent se plaindre et condamner l'injustice légale, mais peu sont capables d'envisager la possibilité de s'engager dans une résistance préméditée et illégale, même lorsque des agents du gouvernement infligent une brutalité vicieuse à des cibles non armées et non violentes. Et si par un lavage de cerveau prolongé, un peuple peut être rendu psychologiquement incapable de résister aux oppressions commises au nom de l'autorité, il importe peu que ce peuple ait les moyens physiques de résister. Les tyrans modernes et leurs exécutants sont toujours plus nombreux et souvent plus armés que leurs victimes par un facteur de centaines ou de milliers. Pourtant, les tyrans conservent le pouvoir, non pas parce que les gens n'ont pas la capacité physique de résister, mais parce qu'en raison de leurs croyances profondément inculquées en l'autorité, ils n'ont pas la capacité mentale de résister. Notez bien ça, ils n'ont pas la capacité mentale de résister. Comme l'a dit Stéphane Biko, B-I-K-O, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur et l'esprit de l'opprimé. Je vais me permettre de vous noter cette phrase. Merci pour ton commentaire, Pascal. Ne jamais se faire justice soi-même, c'est ce qu'impose l'autorité judiciaire. Alors, je vous rappelle que dans l'ensemble, et tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, les commentaires de Pascal correspondent à une proposition que je vous ai faite de faire de la restitution à chaque paragraphe en postant, en notant les expressions employées. Je m'apprêtais à vous poster sur le chat la phrase de Stéphane Biko. Je vais faire déjà le nom. Alors, ce mot est importantissime, autorité. On doit avoir un curseur propre à chacun avec comme extrême autorité intérieure, tout à fait, et autorité externe. Merci de bien préciser. On surfe quelque part entre ces deux points. En tout cas, je partage ce point de vue, tout en privilégiant évidemment, pour ma part, mon autorité intérieure. Ça ne veut pas dire qu'elle est systématiquement contre l'autorité extérieure, mais ça veut dire que les décalages peuvent être vraisemblablement nombreux et peut-être plus nombreux qu'on le souhaiterait. Alors, la phrase de Stéphane, je vous note déjà le nom de l'auteur si vous ne le connaissiez pas, ce qui était mon cas, Stéphane Biko, B-I-K-O. Alors ça, c'est l'auteur. Et la phrase est la suivante, c'est « L'arme
la plus puissante, donc ça nous permet une petite respiration avant d'aborder le paragraphe suivant. L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, vous voyez, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur. Alors, vous entendez peut-être le son du clavier, il faudrait que je change de place, voilà. Et l'esprit de l'opprimé, et l'esprit de l'opprimé. Voilà, ça, vous pouvez peut-être mettre cette phrase quelque part en exergue si elle vous parle. L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé, et l'auteur est Stéphane Bicot. On va bientôt passer, comme vous le voyez, dans le sommaire, à notre avant-dernier paragraphe du jour qui s'appelle « Deux poids, deux mesures en matière de violence ». Deux poids, deux mesures en matière de violence, et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui sont là avec nous ce soir, mais aussi toutes celles et ceux qui nous écouteront en replay. Ils sont environ, si j'en crois les compteurs associés à chaque vidéo, entre 400 et 600 après chaque live. Donc, on fait notre, quelque part, je l'espère en tout cas, notre petite part de colibri en diffusant ce livre qui, au minimum, est une bonne matière à réflexion et, et au mieux, je l'espère, un encouragement avec de nombreux arguments à se fortifier à la désobéissance, que certains ont pu qualifier par le passé de désobéissance civile, mais là, on y trouve vraiment beaucoup d'arguments pour le faire, et c'est surtout pour vous encourager à écouter votre conscience. Merci pour ton commentaire à propos de la phrase que je vous ai postée, super phrase agrafée sur tous les murs, qui est « l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé ». Voilà, et l'esprit de l'opprimé. C'est notre propre esprit qui est l'arme la plus puissante. Alors, on parle de l'esprit, pour le coup, là, endoctriné, conditionné. Vous savez que c'est tout un chemin d'apprendre à se déconditionner, tellement ce qu'on appelle couramment le mental, l'ensemble de ces pensées qui nous traversent, est l'arme de ce déconditionnement. Pour celles et ceux qui ont suivi les émissions précédentes, vous avez transmis cette phrase, elle-même transmise par un enseignant de yoga, peut-être qu'il il avait un autre nom tel que Swami, je ne sais plus bien, ça date d'au moins 30-40 ans, et que vous avez fait répéter 3 fois. Faites l'expérience pour vous-même, vous verrez ce que ça provoque en vous. La phrase suivante: je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Alors, puisqu'il fallait la répéter 3 fois, je joue le jeu. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Alors, je vous invite à répéter cette phrase et puis à voir qu'est-ce que ça provoque en vous. Et en tout cas, pour moi, ça fait plus de 40 ans, je suppose, maintenant que je répète c'est pas vraiment un mantra, mais cette pratique, on va l'appeler comme ça. Et j'ai pas encore fini d'en explorer tous les tenants et les aboutissants. Donc, si vous voulez faire l'expérience, vous voyez que ça tient simplement à jouer le jeu. Alors, évidemment, moi, j'ai osé faire confiance à la personne qui me l'a transmise. C'est la raison pour laquelle j'ai joué le jeu, même 40 ans plus tard. Et puis, si je poursuis, c'est que bien évidemment, je découvre dans cette pratique quelque chose qui est inexplicable et indicible. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. En tout cas, j'y vois surtout une désidentification, c'est-à-dire arrêter de croire que nos pensées font partie de notre identité. Une pensée n'est qu'une pensée, comme le dit Louiset dans un de ses nombreux ouvrages, et donc une pensée peut être changée. Une pensée n'est qu'une pensée, et donc une pensée peut être changée. Alors, deux poids, deux mesures en matière de violence. Le double standard, alors je précise pour Philippe Zot qui dit: «Pourquoi vous n'êtes pas vos pensées?» que je n'ai pas de réponse à cette question, mais que j'ai fait confiance à la personne qui m'a proposé de le répéter parce que, pour le dire autrement, mon cœur ou une partie de moi que j'appellerais l'intuition, me dit que ça me fait beaucoup de bien. Alors donc je ne pourrais pas vous expliquer, et je pense qu'expliquer déflorerait l'aspect, effectivement un peu mystérieux dans une approche, un peu directe, comme je le fais ce soir, avec vous. Mais testez, et puis vous saurez dans votre cœur et dans votre âme si il est important pour vous de vous désidentifier de votre corps, de vos émotions et de vos
pensée. Puisque je vous rappelle que le cœur de ce livre, eh bien, c'est le déconditionnement, puisque si on veut sortir de la plus grande des superstitions, il va falloir sortir de cette forme d'hypnose, je ne sais pas comment il faut le qualifier autrement. Alors, 2 poids, 2 mesures en matière de violence. En tout cas, merci pour votre participation. Ça nous permet de mieux graver toutes ces notions et en tout cas, je trouve dans ce livre une grande, grande densité. Heu J'avais également lu avec grand intérêt, je ne sais pas si parmi vous certains l'ont lu, le livre Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle qui permet en tout cas de ce que j'en ai compris, de mieux comprendre quand, chacun d'entre nous, en tout cas je vais parler pour moi, quand je suis ou je ne suis pas dans l'ego, il me donne beaucoup, beaucoup de points de repère, donc c'est très intéressant, de voir parce que l'ego est certainement un des éléments capitaux, du conditionnement. Alors, maintenant, il y a des discussions à n'en plus finir quant à savoir si, l'ego est utile, pas utile. Donc je ne vais pas rentrer évidemment dans ce débat-là, mais je vous redonne la bibliographie Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle et c'est un livre que, j'ai toujours pas fini de lire parce que je le lis quasiment, 2 à 3 pages par 2 à 3 pages tellement je trouve dense. Je fais un résumé écrit à chaque fois et je pourrais encore relire ce que j'ai déjà écrit. Je le lis à voix haute, je le lis parfois face à un miroir, donc sans regarder le livre, en restituant phrase par phrase. Autant vous dire que ça n'avance pas vite, mais le but n'est pas d'avancer vite dans le livre. Le but est de bien assimiler les notions qui s'y trouvent. Parce que les livres, il y en a par milliers, pour ne pas dire par millions. Je ne sais pas si la meilleure stratégie, c'est d'en lire un maximum ou si c'est, en tout cas, j'ai ma réponse pour moi, ou si c'est plutôt d'en lire quelques-uns, mais de les approfondir autant que faire se peut. Donc, en tout cas, c'est ce que je tâche de vous encourager à faire dans ces émissions. Donc, 2 poids, 2 mesures en matière de violence. Le double standard dans l'esprit de ceux qui ont été endoctrinés dans l'autoritarisme, lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la force physique, est énorme. Lorsque, par exemple, un agent de la force publique, lorsque, par exemple, un agent de la force publique est filmé en train d'agresser brutalement une personne innocente et non armée, le débat porte généralement sur la question de savoir si l'agent devrait être réprimandé, voire perdre son emploi. En revanche, si un citoyen agresse un policier, presque tout le monde demandera avec enthousiasme, souvent sans même se demander pourquoi la personne agit de la sorte, que cette personne soit mise en cage pendant de nombreuses années. Et si une personne recourt à la force meurtrière contre un agent supposé de l'autorité, presque personne ne se préoccupe de demander pourquoi elle l'a fait. Dans leur esprit, peu importe ce que l'agent de l'autorité a fait, il n'est jamais acceptable de tuer un représentant du Dieu appelé gouvernement. Pour les croyants de l'autorité, rien n'est pire qu'un tueur de flics, quelle que soit la raison pour laquelle il l'a fait. En réalité, l'utilisation de la force meurtrière contre quelqu'un qui prétend agir au nom de l'autorité est moralement identique à l'utilisation de la force meurtrière contre n'importe qui d'autre. Je relis cette phrase. En réalité, l'utilisation de la force meurtrière, vous voyez l'expression, contre quelqu'un qui prétend agir au nom de l'autorité, écoutez bien, est moralement identique à l'utilisation de la force meurtrière contre n'importe qui d'autre. Un acte d'agression ne devient pas plus légitime ou juste simplement ou juste, pardon, un acte d'agression ne devient pas plus légitime ou juste simplement parce qu'il est légalisé et commis par ceux qui prétendent agir au nom de l'autorité. L'utilisation de la force nécessaire pour arrêter ou empêcher un acte d'agression, que l'agression soit légale ou non, et que l'agresseur soit un responsable de l'application de la loi ou non, est justifiée. Bien sûr, les risques liés à la résistance à une agression légale sont souvent beaucoup plus élevés, mais cela ne rend pas la chose moins morale ou justifiée. De nombreuses raisons invoquées aujourd'hui par les forces de l'ordre pour capturer des personnes par la force, comme le fait de participer à des manifestations publiques pacifiques sans permis, de photographier des forces de l'ordre ou des bâtiments gouvernementaux, ou de ne pas se soumettre aux contrôles et interrogatoires aléatoires des forces de l'ordre, n'ont pas l'ombre d'une justification si l'on fait abstraction du mythe de l'autorité. Et évidemment, en lisant l'ouvrage que je vous avais mis à un moment de l'émission, je le remets à l'écran, donc qui s'appelle Dernière sommation de David
Dufresne, eh bien, on a de nombreux exemples fictifs ou réels, il faudra, bien relire le contexte du livre, dans lesquels, eh bien, les gilets jaunes ont été maltraités, malmenés, quand ça n'est pas blessés, et dans certains cas tués pour de mauvaises, très mauvaises raisons. En tant que telle, résister à cette voyoucratie fasciste, même s'il faut pour cela recourir à la force meurtrière, est moralement justifié, bien qu'extrêmement dangereux. Mais la plupart des gens sont littéralement incapables d'envisager une telle idée. Même lorsqu'ils reconnaissent une oppression injuste, ils imaginent que la réponse civilisée consiste à laisser l'injustice se produire, puis à supplier plus tard une autre autorité de faire amende honorable. Face à une agression et une oppression légale, face à une agression et une oppression légale, il n'y a que deux possibilités. Soit le peuple est obligé de permettre aux forces de l'ordre de lui infliger toutes sortes d'injustices et d'oppressions et de se plaindre ensuite, soit le peuple a le droit d'utiliser toute la force nécessaire pour mettre un terme à ces injustices et oppressions. Dire par exemple que quelqu'un a le droit d'être à l'abri de perquisitions et de saisies abusives par des agents du gouvernement, comme le stipule le quatrième amendement, ne signifierait rien d'autre, ne signifierait rien si la victime d'une telle tyrannie était obligée de l'autoriser sur le moment et de s'en plaindre par la suite. Le droit de se libérer d'une telle oppression implique logiquement le droit d'utiliser la force nécessaire pour empêcher cette oppression de se produire, même s'il faut pour cela tuer des policiers. Mais cette idée même terrifie ceux qui ont été formés à toujours s'incliner devant l'autorité. La plupart de ceux qui parlent de droits inaliénables sont encore réticents à l'idée de défendre par la force ces droits contre les assauts de l'autorité. Dire que quelqu'un a le droit de faire quelque chose tout en affirmant qu'il ne serait pas justifié de défendre ce droit par la force contre les incursions du gouvernement est une contradiction. En vérité, ce que la plupart des gens appellent des droits, ils le perçoivent en fait comme des privilèges accordés par le gouvernement qu'ils espèrent voir autorisés par leur maître, mais qu'ils n'ont pas l'intention de protéger par la force si ces droits sont proscrits par le gouvernement. Par exemple, avoir le droit inaliénable de dire ce que l'on pense, le droit à la liberté d'expression, signifie que la personne a également le droit d'utiliser tout niveau de violence nécessaire, jusqu'à la force mortelle, pour se défendre contre les agents du gouvernement qui tentent de la faire taire. Bien que ce point mette très mal à l'aise les loyaux défenseurs de l'autorité, le concept même de droit inaliénable d'une personne à faire quelque chose implique également le droit de tuer tout agent de la force publique qui tente de l'empêcher de le faire. Mais en vérité, il n'y a pratiquement rien que le gouvernement puisse faire, qu'il s'agisse de censure, d'agression, d'enlèvement, de torture ou même de meurtre, qui pousserait l'étatiste moyen à prôner une résistance violente et illégale. Le lecteur est invité à tester la profondeur de sa propre loyauté envers le mythe de l'autorité en se demandant ce qui devrait se passer avant qu'il ne se sente justifié de tuer un agent de la force publique. Les responsables de l'application de la loi font constamment monter les désaccords au niveau de la violence chaque fois qu'ils essayent d'arrêter quelqu'un, de pénétrer de force dans le domicile d'une personne ou de s'emparer par la force de la propriété d'une personne. Les autorités autoritaires continueront alors à augmenter le niveau de violence qu'elles utilisent jusqu'à ce qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Le résultat est que le peuple, à moins qu'il ne soit prêt à s'engager dans une révolution ouverte contre l'ensemble du système, se pliera tôt ou tard à la volonté de la classe dirigeante ou sera tué. Et bien que les mercenaires de l'État utilisent toujours la force ou la menace de la force pour soumettre et assujettir les gens ordinaires, dès que leurs victimes prévues répondent à la violence par la violence, la plupart des spectateurs identifient instantanément la victime de l'agression, celle qui a utilisé la force uniquement pour se défendre contre une attaque, comme le méchant. Ce double standard flagrant, l'idée qu'il est acceptable pour l'autorité de commettre régulièrement des actes d'agression violents, mais qu'il est horriblement mauvais pour le commun des mortels de répondre par la violence défensive, montre à quel point la croyance en l'autorité peut déformer la perception de la réalité par les gens. Il faudrait se graver vraiment cette dernière phrase, ce double standard flagrant. L'idée qu'il est acceptable pour l'autorité de commettre régulièrement des actes d'agression violents,
mais qu'il est horriblement mauvais pour le commun des mortels de répondre par la violence défensive, montre à quel point la croyance en l'autorité peut déformer la perception de la réalité par les gens. Ironiquement, si l'on considère d'autres lieux et d'autres époques, alors merci pour votre pause. Euh, Effectivement, d'où la hiérarchie des lois, nous dit, alors droit, privilège, je pense qu'on avait vu ça, accordé par le gouvernement, et puis il n'y a rien au-dessus de la loi divine. En tout cas, je ne vois pas comment on peut être en désaccord avec ça, sauf à nier le fait que chaque être humain soit doté d'une conscience. Et puis, autorité, autoritaire, oui, tout à fait, c'est une expression du texte. Autorité autoritaire, même si ça semble a priori redondant. La croyance ou la peur s'interroge, va savoir. En tout cas, merci pour votre participation active. Continuez, il nous reste, comme temps passé ensemble ce soir, comment dirais-je, 2 paragraphes pour terminer, 2 poids, 2 mesures en matière de violence et puis après on abordera 2 paragraphes, qui seront sans doute les plus importants puisqu'ils vont pointer le danger de l'inaction et je pense que c'est à ce stade qu'en est, l'humanité, c'est-à-dire si nous restons inactifs par rapport à tout ce qu'on nous promet de nous imposer, dans l'avenir, que ce soit au motif d'un réchauffement climatique d'origine anthropique ou d'autres choses, que ce soit évidemment des actions sanitaires pour des virus dont la dangerosité n'est laissée qu'à l'appréciation de nos gouvernements. Donc voilà ce qui nous attend si nous restons inactifs parce que évidemment on compte utiliser pour mettre tous les citoyens que nous sommes en coupe réglée, ce qui se nomme déjà en Chine le contrôle social et la numérisation du monde, les antennes 4G plantées au fin fond de nos campagnes pour que tout le monde puisse bien être arrosé de ce pistage généralisé, voire plus au fur et à mesure que les technologies qui se rapprochent de la peau, voire s'insèrent dans le corps, se banalisent. Donc, finissons-en avec 2 poids, 2 mesures en matière de violence. Il peut y avoir là un aspect de simple envie, le sentiment que si un sujet a été victime, il n'est pas juste qu'un autre ait échappé à une telle souffrance. Là est l'envie, hein. Cela contribue au fait que les contribuables, c'est-à-dire ceux qui ont été extorqués de force par la classe dirigeante, expriment souvent du ressentiment à l'égard de quiconque a évité d'être extorqué de la même manière. La jalousie, quoi. Curieusement, les victimes de vols légaux s'imaginent souvent qu'elles sont vertueuses parce qu'elles ont été volées et méprisent ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été volés. Et donc maintenant, on va aborder ce danger de l'inaction. Alors c'est dommage, je ne peux pas en fait surligner les paragraphes directement sur l'écran, ça serait pratique à l'usage. En tout cas, le danger de l'inaction. Celui qui considère que violer la loi est intrinsèquement mauvais, quelle que soit la loi, peut s'empresser de signaler aux autorités toute activité illégale dont il a connaissance, même si ces activités ne font pas de victimes et ne constituent ni de la force ni de la fraude. De même, ceux qui siègent dans les jurys des tribunaux gouvernementaux, s'ils considèrent que la désobéissance à l'autorité, enfreindre la loi, est intrinsèquement immorale, sont susceptibles de donner leur bénédiction à quelqu'un qui est puni, parfois très sévèrement, pour avoir fait quelque chose qui n'a fait de mal à personne et n'a constitué ni une fraude ni une violence. Dans le cas du mouchard et du juré, cependant, de telles actions sortent du rôle de simple spectateur et le font entrer dans celui de collaborateur de l'oppression. Collaborateur de l'oppression. Alors, dernier paragraphe, après le slogan de 68, là, il est interdit d'interdire, que nous rappelle Philippe Zito. Merci à toi. Les dommages causés par la croyance en l'autorité. Alors, vous voyez, ce mot croyance en l'autorité, dans cette émission, on l'a bien prononcé au moins 6, 7, 8 fois. Les dommages causés par la croyance en l'autorité chez les spectateurs de l'oppression proviennent plus souvent de leur inaction que de leur action.
À maintes reprises, des oppressions, petites et grandes, ont été commises sous le nez de personnes fondamentalement bonnes qui n'ont rien fait pour y remédier. Dans une certaine mesure, c'est le résultat d'une simple préservation de soi. Une personne peut éviter de s'impliquer simplement parce qu'elle craint pour sa propre sécurité. On est nombreux à avoir vu comment un certain nombre de médecins ont renié le serment d'Hippocrate simplement parce que le politique leur avait demandé de cesser non seulement de prescrire, mais simplement de prendre soin de leurs patients. Et effectivement, c'était présenté comme la loi, dont évidemment l'ordre des médecins, se fait, semble-t-il, une fierté, d'être, représentant, si on peut le dire comme ça, de ce gouvernement, de cette loi. Mais les expériences de Milgram ont montré très clairement que même en l'absence de toute menace sous-jacente pour eux-mêmes, la plupart des gens se sentent irrésistiblement obligés d'obéir à l'autorité, même lorsqu'ils savent que ce qu'on leur dit de faire est mal et nuisible pour les autres. Et s'il leur est difficile de désobéir à une autorité perçue, il leur sera encore plus difficile, voire impossible, de se résoudre à intervenir lorsqu'une autorité exerce sa volonté sur quelqu'un d'autre. Le résultat de la formation des spectateurs à la passivité, à l'obéissance et à l'absence de confrontation est visible dans les nombreux cas à travers le monde et l'histoire où des dizaines, des centaines, voire des milliers de spectateurs se tiennent debout comme des zombies, regardant des agents de l'autorité agresser ou assassiner des personnes innocentes. Même aux États-Unis, le prétendu pays de la liberté et de la bravoure, des vidéos continuent de montrer des brutalités policières commises sous les yeux d'une foule de spectateurs qui se contentent de regarder sans lever le petit doigt pour protéger leurs semblables contre les maux commis au nom de l'autorité. Voilà, ainsi s'achève cette 9e émission. Écoutez, ça a été un très, très grand plaisir de la partager avec vous, de voir qu'on est au moins quelques-uns à avoir envie de continuer à réfléchir, c'est bien le minimum, et à comprendre certains enjeux capitaux de nos sociétés, et puis de voir en quoi cette autorité n'a aucune légitimité à se substituer à notre conscience. Alors, je crains pour ma part que sans un entraînement régulier, évidemment, à désobéir, le jour où il faudra le faire, ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce pour autant une incitation à la désobéissance? Je ne sais pas, je vous renvoie au texte de la Boétie hein, et bien d'autres qui montrent à quel point cette obéissance présentée comme une vertu cardinale dans l'éducation de notre chère tête blonde peut se retourner contre eux si à un moment donné, ils se retrouvent dans un régime qualifié d'autoritaire. Et je crains que si le pas n'est déjà fait, ce dont je n'ai aucun doute, en tout cas, nul doute que nous nous dirigeons jour après jour dans cette direction, tout simplement parce que les technologies le permettent, tout simplement parce que pour beaucoup d'entre nous, tout ce qui est beau, nouveau est forcément bien, et qu'il semble qu'on soit trop peu nombreux à penser qu'il serait quand même temps de faire une espèce d'audit de toutes les technologies existantes et de demander aux citoyens, c'est bien le minimum, de se prononcer sur leur bien fondé dans les services qu'elles peuvent leur rendre et que finalement les citoyens aient les derniers mots. Le dernier mot, c'est bien le minimum quant à savoir si les technologies existantes ont droit à être développées, à exister, ou s'il faut simplement ne pas les développer parce que le citoyen ne voit pas en quoi ça peut être un bien pour lui-même. Je ne sais pas si j'ai été très clair en cette fin d'émission, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous dès demain, mercredi, pour la suite. Donc, un petit coup d'œil vous montre qu'on va aborder demain la partie 3E, les effets du mythe sur les avocats. On va évoquer l'agression légalisée, les excuses pour l'agression, la charité par la violence. Alors, si je clique dessus, les avocats de la brutalité, c'est-à-dire ceux qui défendent la nécessité de la brutalité, et puis les prestations obligatoires. Alors, merci Pascal. Alors, c'est vraiment très intéressant.
Alors, je pense que ce qui était, intéressant, en tout cas de ma place à moi, c'est effectivement, cette participation dont tu as fait preuve en postant des choses. C'est vrai que plus vous serez actif dans, l'écoute de ces émissions et plus il est vraisemblable que vous allez les trouver intéressantes. Parce que c'est pour trouver quelque chose d'intéressant, il faut arriver quelque part à se l'approprier. Donc on est dans une sorte de logique vertueuse que je vous encourage à adopter, outre de nombreux autres bénéfices que mentionne le docteur Vitose, hein. Vous voyez, lecture à haute voix, exercice important selon le docteur Vitose pour obtenir un contrôle cérébral, sentiment de présence, d'être là, d'être soi. On ne peut pas lire à haute voix en pensant à autre chose, en étant ailleurs. C'est un acte conscient, maîtrise de la pensée, moyen d'expression qui permet de s'affirmer. Alors j'espère que cette lecture à haute voix, dont vous êtes les écoutants, vous donnera à votre tour l'envie de lire au moins un paragraphe ou un autre du texte à haute voix, puisque à chaque fois je vous poste le lien que je vous remets en cette fin d'émission pour que vous puissiez le télécharger. Donc vous allez retrouver l'intégralité de nos émissions sur ce document que je vous encourage évidemment à télécharger. C'est avec grand bonheur qu'on vous offre le fruit de ce travail de traduction, évidemment pas de création, hein. Rendons à l'Arcon Rose tout ce qui lui revient. Et donc, pour télécharger ce texte, vous venez d'avoir à l'écran le lien. Alors faites un copier-coller. Et puis, merci d'être là, va savoir. Merci à Voral, merci Philippe Zito. Et puis, vous êtes maintenant les messagers, hein, de ce que vous avez entendu ce soir, pour que nous cessions tous les uns et les autres d'être trop souvent spectateurs. Eh bien, partageons ce que nous pensons être susceptible de faire évoluer à un niveau plus collectif l'ensemble des consciences. Écoutez les amis, passez une excellente soirée. On se retrouve donc dès demain pour les effets du mythe sur les avocats. En attendant, portez-vous bien et merci d'avoir été là aussi nombreux ce soir. À tout bientôt les amis. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères